la communauté de communes du Grand Figeac. Nous tenons tout d'abord à remercier le président de la communauté de communes du Grand Figeac d'avoir facilité les choses pour pouvoir faire cette intervention et permettre de vous amener des éléments probants et un éclairage sur ce qui nous réunit ce soir. Lors de cette première séance de l'année, le conseil communautaire du Grand Figeac, vous allez être consulté sur l'adhésion au syndicat mixte de l'aménagement et de l'entretien des voies vertes créé par le conseil départemental du Lot. Ce syndicat a pour vocation de collecter 25 millions d'euros, dont environ 8 à la charge de notre collectivité, pour financer, entre autres, l'aménagement de la quasi-totalité de la ligne SNCF Figeac-Capdenac-Cahors en voie verte. Ce projet prévoit le déferrement de cette ligne, condamnerait toute possibilité de réouverture au trafic ferroviaire, alors que d'autres solutions existent pour la réalisation d'une voie verte à laquelle nous ne sommes pas hostiles. À l'heure où la transition écologique devient incontournable et urgente, où le mécontentement gronde sur l'affaiblissement des revenus d'une grande partie de la population, où la casse des services publics pénalise lourdement les habitants, notamment ceux des territoires ruraux, n'est-ce pas un non-sens de se priver d'une infrastructure publique de transport collectif qui peut jouer un rôle déterminant sur le plan social, économique, touristique et environnemental? N'est-ce pas non plus une provocation de financer une voie verte à hauteur de 25 millions d'euros, alors que vous dénoncez tous, à juste titre, la diminution des moyens mis à votre disposition pour répondre aux besoins de nos concitoyens? Pour notre part, nous pensons que ce serait une grave erreur politique et qu'au contraire, il convient plutôt de réfléchir à la réhabilitation et à la réouverture de cette ligne, dont les atouts sont considérables pour le transport des usagers, des touristes et des marchandises. D'autant que notre pays, 5e puissance économique mondiale, 3e pays au monde versant le plus de dividendes aux actionnaires, dispose des moyens financiers pour y faire face, pour peu que ces ressources fiscales n'aillent pas toujours alimenter les caisses de ceux qui en ont déjà amassé beaucoup et qui finissent dans les paradis fiscaux. Selon les conclusions d'une étude indépendante, la remise en service de cette ligne au trafic ferroviaire nécessite un financement de 30 millions d'euros, soit environ 5 millions d'euros de plus que le montant mobilisé pour l'exécution des travaux nécessaires à l'aménagement de cette voie verte, qui est de 25 millions d'euros. De plus, la réouverture au trafic ferré ne serait pas supportée uniquement par les contribuables lotois et des communautés de communes et permettrait de développer tous les potentiels de nos territoires au profit des générations futures. Cette nouvelle dynamique ferroviaire conduirait au désenclavement de la vallée du Lot avec de réelles retombées économiques, sociales et environnementales, et ceci sur l'intégralité de la ligne Cahors-Capdenac-Figeac, en correspondance avec les TER, la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse et la future ligne TGV Atlantique. Accompagnée d'une tarification sociale adaptée et cofinancée par les employeurs, elle favoriserait des déplacements domicile-travail moins coûteux et plus sécuritaires pour les salariés. Elle contribuerait également au développement touristique, rendant la vallée du Lot plus attractive toute l'année grâce à ces relations ferroviaires, parmi lesquelles nous proposons d'y inclure une liaison à vocation touristique qui n'aurait plus à supporter seule les coûts de maintenance de l'infrastructure. Le profil de la gare étant très adapté au transport fret, elle permettrait un report modal de la route vers le rail, tant en trafic locaux que nationaux. Rappelons qu'en 2000, 45 camions passaient sur la RD 802 à Figeac, contre plus de 900 aujourd'hui par jour. Enfin, le transport scolaire concerné pourrait s'effectuer en toute sécurité et s'articuler autour de circuits de rabattement par petits cars dans cette zone où le gabarit réduit des routes rend la sécurité des automobilistes précaire. Par ailleurs, comment ne pas voir que cette ligne pourrait constituer un itinéraire de contournement et de délestage pour la continuité du service voyageurs et marchandises en cas d'incident, d'accident, de travaux entre Capdenac et Brie. Sans compter les économies qui pourraient être réalisées sur l'entretien de nos routes départementales en forte dégradation en raison de l'explosion des trafics routiers. Autant d'atouts au service de l'intérêt général qui ne peuvent pas être annihilés par quelques postures individuelles et dogmatiques ou simplement commerciales. Que penser de la cohérence de certains élus du Conseil régional, dont un de ses vice-présidents qui, le 6 mars 2017, prenait position contre le déferrement et qui aujourd'hui propose le contraire? N'oubliez pas que lors du plan rail, 200 000 € ont été injectés pour refaire la neuve l'aiguille d'accès à la ligne côté Capdenac. Il serait donc pour le moins contradictoire qu'une collectivité locale qui soutienne la politique régionale porte un projet qui prévoit de consacrer une somme aussi importante pour des équipements dont la portée est plus que contestable,
au moment même où les collectivités territoriales contestent à juste titre la baisse de leur dotation et de leur capacité financière pour assumer certaines priorités locales, voirie, école, fonctionnement des services municipaux. Alors que le gouvernement préconise d'abandonner toutes les petites lignes qui irriguent nos territoires, déjà en grande souffrance, suite à toutes les décisions gouvernementales du moment, casse des écoles, des hôpitaux, des services publics de proximité, augmentation de différentes taxes sur les ménages, il serait pour le moins regrettable, pour ne pas dire désastreux, qu'un nouveau mauvais coup soit porté par nos élus de proximité au maintien de la ligne SNCF Cahors-Capdenac-Figeac, qui, à contrario, pourrait être le poumon d'un schéma de développement économique et touristique véritablement structurant pour le Lot et au-delà. Alors que le gouvernement a adopté une loi qui engage l'éclatement et la libéralisation totale du secteur ferroviaire, la privatisation de la SNCF, la casse du réseau d'infrastructures ferroviaires, la disparition du fret ferroviaire, la remise en cause du statut des cheminots, nous attendons que vos décisions politiques soient des points d'appui aux habitants et aux citoyens que nous sommes et non des croche-pieds. Il est temps de passer de la parole aux actes. Ainsi, au-delà de vos prononcés contre l'adhésion de votre collectivité au syndicat mixte des voies vertes créé par le conseil départemental du Lot, nous vous demandons de soumettre à votre assemblée une motion d'opposition à tout déferrement ou recouvrement de la ligne ferroviaire à Cahors-Capdenac-Figeac sur la base du texte que nous venons de vous exposer et d'orienter votre projet de voie verte sur les chemins existants ou à recréer. Nous tenons également à vous alerter sur la situation dégradée du service public de transport ferroviaire sur notre territoire, notamment suite à l'incendie de la gare de Figeac, qui a fortement perturbé les circulations. Le service public de transport ferroviaire sur notre territoire nous met en relation avec les autres et permet le déplacement de travailleurs, de retraités, de sans-emploi, d'étudiants, de touristes, de personnes en situation de handicap. Les concitoyens dont vous êtes les représentants ont droit à un service public de transport de qualité, c'est le leur, et vous vous devez de le défendre. Ce moyen de transport de masse reste à ce jour le plus performant, le plus fiable quand il est bien exploité et le moins coûteux quand on considère l'ensemble des coûts, directs et indirects. Il permet de répondre aux défis de demain pour les déplacements des populations en harmonie avec l'environnement et leurs aspirations. Or, le plan de service de territoire, dit PST, qui a été signé dans le cadre de la nouvelle convention, permet à la SNCF de réduire les heures d'ouverture de guichet, voire d'engager leur fermeture périodique ou définitive. Des trains circulent sans contrôleur sur 2 lignes de notre région, avec toutes les conséquences désastreuses sur la sécurité des circulations, la sûreté à bord des trains, l'accès à bord sans titre de transport fortement verbalisé sous couvert de lutte antifraude. De même, la digitalisation des titres exclut une grande frange de la population. De nombreux dysfonctionnements perturbent le plan de transport établi suite aux besoins exprimés par l'autorité organisatrice, le Conseil régional d'Occitanie. Nous vous rappelons que nous sommes le seul territoire de la région à ne pas avoir de train cadencé vers la métropole toutes les 2 heures. A contrario, des gares ferment, des trains sont retardés, supprimés et des correspondances non assurées. Les services de la gare de Figeac, quant à eux, se remettent que trop lentement à niveau et la relation entre Aurillac et Clermont-Ferrand est toujours interrompue. Depuis quelques semaines, la reprise des circulations est partielle sur l'axe Brive, avec les arrêts en gare de Figeac prévus le 4 février prochain, et un espace provisoire d'accueil voyageurs devrait voir le jour au mois de mars. Mais tous ces efforts, pour lesquels les cheminots de terrain sont fortement mobilisés, vont être littéralement balayés par une coupure de ligne sur la section Saint-Denis-Prémartel-Brive de mi-mars à mi-juin, pour des travaux de maintenance qui empêchera toute circulation au-delà de Capdenac. Ni le train de nuit pour lequel nous nous battons depuis plusieurs années, ni les trains de pointe sur la ligne ne circuleront durant cette période de 4 mois, coupant littéralement notre territoire sur une très longue période de toute relation avec la capitale. Comme si le tableau que nous vous dressions n'était pas déjà suffisamment grave. Les appétits économiques et financiers dictés par les gouvernements successifs, les différentes réformes néfastes qu'ils ont engagées depuis ces 20 dernières années et que nous avons combattues quasiment seuls, permettent désormais à la SNCF de sous-traiter massivement ses travaux d'entretien et de régénération du réseau à des entreprises privées à des coûts plus importants, tout en abaissant les normes de sécurité au détriment du service rendu aux citoyens, contribuables, de l'emploi des cheminots locaux et de l'incontournable transition écologique. Dans ce contexte dégradé, la voie ferrée de Cahors-Capdenac-Figeac aurait eu toute sa pertinence et son utilité dans la continuité du service public
de transport ferroviaire et aurait pu garantir aux usagers un service fiable, robuste et connecté au reste du réseau. Cette ligne régénérée aurait également toute sa place dans l'avenir pour nous relier très rapidement au train à grande vitesse dont nous sommes écartés. Ne pourrait-on pas également imaginer que cette ligne rénovée puisse accueillir le train à hydrogène du futur Coradia-Ilint, développé par Alstom dans notre région Occitanie et circulant déjà en Allemagne? N'y aurait-il pas des solutions de financement et d'investissement croisés qui permettraient de les rendre plus supportables pour tous les protagonistes et qui induiraient des débouchés économiques intéressants pour nos concitoyens, concomitants au développement de cette vallée, en accord avec nos aspirations les plus profondes? Alors même si l'état des lieux que nous dressons et dont vous êtes parfois les témoins n'est pas rose, nous ne baissons pas les bras pour défendre les droits de nos concitoyens et l'intérêt général, dans la société dans laquelle nous vivons tous et dont l'horizon indépassable reste toujours la liberté de mouvement, l'égalité des territoires et la solidarité de ceux qui les composent. Enfin, sachez que par ce vote, nous parlons d'une convention SNCF département pouvant aller jusqu'à 40 ans et qu'à notre connaissance, pas une ligne démantelée dans le même contexte n'a été réouverte. Vous empiétez également sur le domaine de compétence du Conseil régional, ce qui représente à notre sens un délit démocratique, car celui-ci s'était positionné pour le non-déferrement de l'infrastructure lors de son déplacement du réseau ferré national et avait dans sa délibération exigé son maintien dans le patrimoine de SNCF Réseau afin de préserver l'avenir et envisager sa réouverture à terme, suite au débat qu'il avait organisé en région des écrits. C'est pourquoi nous vous demandons de voter contre l'adhésion au syndicat mixte de la Voie verte, de nous présenter les délibérations faites lors des conseils municipaux de nos communes respectives et d'en provoquer dans les communes qui ne l'auraient pas fait, d'organiser une grande consultation publique sur le département du Lot ainsi que sur la partie aveyronnaise de la communauté commune du Grand Figeac, élaborée conjointement par les deux parties. Au cas où vous n'accéderiez pas à ces exigences démocratiques qui font pourtant l'actualité brûlante du moment, ce qui serait politiquement désastreux, et que vous décidiez de passer en force ce vote, nous vous demandons de procéder par un vote à bulletin secret pour éviter toute intimidation et discrimination des élus qui ne voteraient pas dans le sens de la majorité. Merci de votre attention, faites le bon choix et n'hypothéquez pas l'avenir du service public ferroviaire. Donc je propose à Christian Caudron de faire la première partie de la présentation, après quoi je prendrai le relais. Voilà, alors ce qu'on appelle en fait la première partie, c'est uniquement ce qui concerne les auditions, et la deuxième partie qui concerne, du moins après les auditions, donc ce qui concerne le statut du syndicat mixte. Ensuite, le président présentera l'intérêt général du projet, sa portée, de manière à ce que par la suite nous puissions répondre à des questions s'il y en a. Alors, je ne sais pas comment on répondra aux questions, si on répondra ensemble, si l'un répondra à certaines questions, l'autre à l'autre, on verra bien comment on se débrouillera. Je peux vous assurer en tout état de cause avant de commencer que nous avons toujours avec Vincent travaillé de concert avec la même optique, avec le même enthousiasme, et je le remercie sincèrement de m'avoir fait confiance à ce niveau. Voilà. Alors, pour ce qui est des auditions, vous avez en annexe un document que j'ai rédigé moi-même, je l'ai signé. Je l'ai rédigé bien évidemment avec les services du Grand Figeac parce que des notes ont été prises au cours des auditions. On a même enregistré ces auditions. Et c'est à partir de ces notes que j'ai essayé de faire quelque chose qui soit le plus concis possible parce que au-delà d'une page recto verso, on estime que les gens ne liront pas ou alors liront mal. Donc, l'objectif étant que vous puissiez avoir un maximum d'informations en un minimum d'espace, on a essayé de l'atteindre, cet objectif-là, sur un format, sur une feuille, donc recto verso, format A4. Ces auditions étaient menées, vous le savez, je pense, les 11 et 12 octobre, et un certain nombre d'auditeurs, c'est-à-dire les vice-présidents que vous voyez devant vous, donc de la communauté de communes, qui pouvaient se rendre libres ce jour-là, ces jours-là, ont assisté en tant qu'auditeurs à ces réunions. Il y avait également les maires des communes qui jalonnent la rivière, le Lot, mais il y avait également, au cours
conseils communautaires précédents, nous avons demandé si certains conseillers communautaires voulaient nous rejoindre, certains l'ont fait, et nous ont rejoints effectivement. Nous avons aussi, donc, pendant ces 2 jours, écouté un certain nombre de personnes et de groupes qui étaient partie prenante dans l'aménagement de la vallée du Lot, et en particulier aussi d'une bonne partie de la vallée du Lot qui est faite de l'ancienne voie de chemin de fer, ou de voie de chemin de fer qui est fermée entre Cahors et Cap-de-Loup. Ces personnes ces groupes qui ont été auditionnés, on peut les regrouper en fait en 3 grands groupes. Il y avait des collectivités locales, département du Lot, département de l'Aveyron, il y avait aussi des collectivités locales comme les communautés de communes qui sont nos voisines de Casseville, mais aussi Grand Cahors. Deuxième groupe, c'était des associations par exemple de commerçants, associations de cyclistes, etc. Et enfin, il y avait également des porteurs de projets, en particulier, par exemple, porteur de projet pour un projet qui était toujours le train touristique, un train touristique qui irait donc de Cajarc à Saint-Cyr-Pierre-Pompier. Les questions qui étaient posées et sur lesquelles devaient réagir ceux qui étaient auditionnés concernaient en un premier temps l'itinérance sur longue distance. Je pense que Vincent en parlera par la suite, c'est le fond même du sujet. La seconde question concernait le devenir de la ligne Cahors-Cap-de-Nac, ce que nous allions en faire. Et la troisième question concernait le syndicat mixte, parce que ce syndicat mixte était en gestation, il l'est toujours d'ailleurs, beaucoup ont déjà voté, il reste nous à voter. Et donc la question était, est-ce qu'on rejoint oui ou non ce syndicat mixte? L'objectif n'était pas de prendre une position que nous amènerions ici sous forme d'un texte qui serait à voter. L'objectif, je le rappelle, je l'ai déjà dit, mais je le rappelle encore une fois, c'était de vous donner à vous tous qui allez voter un maximum d'informations concernant ces 3 points, parce que ce sont les 3 points essentiels concernant le syndicat mixte voie verte. Vous avez vu cette synthèse, je répète encore une fois, si jamais il y a une contestation quelle qu'elle soit, j'en suis absolument responsable et vous pourrez me poser des questions à moi. J'ai essayé d'être le plus concis possible, mais également le plus objectif possible. J'espère que vous en êtes rendu compte. En tout cas, je vous remercie d'avoir lu ce document. Une première constatation rapide, c'est que tout le monde était d'accord sur l'objectif de l'itinérance, et de l'itinérance douce sur longue distance. Nous n'avons trouvé personne qui soit. Tout le monde a trouvé que c'était une bonne idée. Association, on n'a pas le droit. Alors, s'il vous plaît, là-dessus, je pense que nous sommes la seule communauté de communes à avoir organisé des auditions. Nous sommes la seule communauté de communes. Alors raconte pas de bêtises. Tu viens de dire qu'on n'était pas là. Nous sommes la seule communauté de communes à vous avoir laissé un temps d'expression avant le débat. Donc il faut que chacun se respecte. J'ai reçu une délégation de 6 personnes avant le conseil communautaire. On n'est peut-être pas d'accord sur le sujet. Pas vrai, tu nous as mais par pas contre, on reçu. doit se respecter. Et le respect dans cette salle, il commence par le silence du public. Désolé. Non, je suis désolé, mais je ne peux être intransigeant avec cette règle. Vous avez eu l'occasion de vous exprimer, je ne comprends pas. Eh ben on continue. Non, s'il vous plaît. On On est les derniers à délibérer. Sur le voie verte, oui, mais pas sur la voie ferrée. C'est un dossier pipé. Tout est pipé. Pas les voies vertes sur la voie ferrée. Bon, soit vous respectez, soit je suis désolé, mais on ne pourra pas continuer la présentation comme ça. J'en serais vraiment désolé parce que on en a convenu avec certains d'entre vous. Il est quand même intéressant que vous connaissiez le projet qui est porté. D'accord ? C'est pipé d'avance. C'est comme le débat Macron, c'est pipé d'avance, c'est pareil.
Mais je pense qu'il faut respecter la démocratie, s'il vous plaît. Je n'ai pas un caractère à polémiquer. Je dis simplement que nous sommes en démocratie. Vous avez élu un certain nombre de représentants. Ces représentants sont ici devant vous. C'est eux qui décident, pas vous. Alors je vais reprendre le fil si vous le voulez bien. Je vais reprendre le fil si vous voulez bien. Je disais à l'instant que pour ce qui concerne, la première question, c'est-à-dire le projet d'itinérance, je ne vois vraiment pas en quoi ça vous gêne. L'énorme majorité, sinon la totalité, de ceux qui étaient interviewés étaient pour. Par contre, si vous me permettez de terminer, par contre, les moyens d'y arriver n'étaient pas tous les mêmes, et en particulier, si je passe à la question numéro 2, c'est-à-dire l'utilisation de la voie de chemin de fer, un certain nombre étaient pour le maintien du train, sous forme de train touristique, sous forme de train, c'était porté volontaire pour ça. Alors, vous voyez bien que si vous écoutez jusqu'au bout, il n'y aura aucun problème. Par contre, moi personnellement, je vous le dis tout net, si vous recommencez ce genre de truc, j'arrête, c'est pas la peine de continuer. On est d'accord? Merci beaucoup. Donc voilà, pour ce qui concerne la troisième question, c'est-à-dire l'adhésion au syndicat mixte ou pas, la réponse a été en général la suivante. Mais écoutez, nous ne sommes pas compétents pour répondre à cette question. Et c'est logique parce que ceux qui répondaient à la question, ceux qui essayaient de répondre à cette question-là, n'étaient pas des élus. C'est une question à laquelle ce sont les élus qui répondront et qui le feront tout à l'heure. Mais dans la mesure où il n'était pas question pour eux de répondre, que voulez-vous qu'ils ne pouvaient pas répondre, que voulez-vous qu'ils disent? Donc il était logique que maintenant, les élus puissent opter, faire leur choix sur l'adhésion au syndicat mixte ou pas. Les autres groupes n'étaient pas concernés et je comprends tout à fait ce qu'ils ont dit, ils étaient honnêtes et je retranscris honnêtement ce qu'ils ont dit. Non, il faut du courage. Vous savez, vous le savez. Madame, non, mais monsieur, madame, c'est la dernière, c'est les dernières. Je demanderai une suspension de séance si vous n'arrêtez pas, une évacuation de la salle. Je suis désolé, j'aurais vraiment préféré que ça se passe autrement. La démocratie, ça Ne parlez pas de la démocratie. Ça va nous faire des leçons de démocratie. De grâce. C'est ça la démocratie. Il faut prendre tous les paramètres. Tout est pipé. La démocratie est celle unique. Le prochain incident, je suspends la séance et je demanderai l'évacuation de la salle. C'est à vous de voir. Alors, on partira pas. On s'était mis d'accord au téléphone. On s'était mis d'accord au téléphone. Téléphone rose, oui. Bon, en tous les cas, je laisse Christian Caudron continuer et je vous avertis, au prochain incident, je serai obligé de passer à la Résistance, passer la nuit ici. Non, moi j'attends que ça se taise. Il appellera les forces de l'ordre pour évacuer la salle. Je n'ai jamais continué dans ces conditions-là. Je vais pas vous rassurer. Appelez les forces de l'ordre. Nous, on appelle les médias. On appelle les médias. On veut conserver nos trains, on veut conserver les voies ferrées. Des statuts. C'est la deuxième fois que nous votons une adhésion à un syndicat mixte, vous connaissez. Je m'adresse là aux élus. Vous connaissez bien évidemment ce qui concerne les statuts d'un syndicat mixte. Un syndicat mixte, ça a un périmètre d'action. Ce périmètre d'action, il est très clair. Il est annoncé dans l'intitulé du syndicat mixte. Il s'agit du syndicat mixte des voies vertes du département du Lot. Donc ce syndicat mixte va s'occuper exclusivement des voies vertes et pas des vélos. Aussi bien la création que le financement.
Deuxième chose à dire, c'est qu'un syndicat mixte, ça a aussi un périmètre géographique. Ce périmètre géographique, vous le voyez, c'est le périmètre géographique du département du Lot. Peut-être que ça donnera d'autres idées à d'autres départements, mais pour l'instant, on ne se consacre qu'au département du Lot, à proprement parler. À l'intérieur de ce département du Lot, il y a deux grandes vallées, la vallée du Lot, la vallée de la Dordogne. Et à l'intérieur donc de cette vallée du Lot, il y aura 3 unités d'aménagement. Haute vallée du Lot, vallée moyenne du Lot et basse vallée du Lot. Comme vous en rendez compte, nous appartenons à la haute vallée du Lot, puisque nous sommes en amont donc, de l'intérieur du département. Ces unités d'aménagement concernent 1. L'unité d'aménagement de la vallée de la Dordogne, 2. L'unité d'aménagement de la basse vallée du Lot, 3. L'unité d'aménagement de la vallée moyenne et 4. De la haute vallée du Lot, et c'est à celle-là que le Grand Figeac appartient. Ça fait en gros 69 km. 69 km de distance entre Cahors et Cap-de-Nac. Grand Figeac représente en gros 35 km, et vous l'avez sur votre feuille, sur vos feuilles, vous pouvez voir une espèce de schéma qui vous résume tout cela. Cette unité numéro 4 concerne 2 communautés de communes, Grand Cahors, Grand Figeac, mais également 2 villages, Saint-Martin-la-Rouval et Cédevielle. Un syndicat mixte est concerné aussi par des problèmes de gouvernance. Pour ce qui concerne la gouvernance, le point essentiel, c'est qu'il y aura une parité de voix entre le département et le reste, c'est-à-dire les collectivités locales, aussi bien au niveau du socle commun de compétences, qui se traite en comité syndical, que des unités d'aménagement proprement parlé, qui se traitent dans des collèges. Exemple de parité au niveau des voix, pour le comité syndical, le département aura 24 voix, les autres aussi 24 voix. Pour ce qui est du collège numéro 4, qui nous concerne, pour l'unité d'aménagement numéro 4, le département aura 42 voix et les autres 42 voix également. Nous devrons donc, pour nous, Grand Figeac, élire au cours du prochain conseil 6 titulaires et 6 suppléants qui représenteront notre collectivité aussi bien au comité syndical qu'au collège numéro 4. Si bien sûr nous décidons d'adhérer à ce syndicat mixte. Le troisième point concerne le financement et en particulier la clé de répartition entre les différents membres. Il y a d'abord le financement à proprement parler du fonctionnement du syndicat mixte, ça c'est partout. Le syndicat mixte, par exemple, aura du personnel qu'il devra payer, et donc il faudra qu'on paye pour ce fonctionnement du syndicat mixte, à proprement parler. Ce fonctionnement, donc, sera payé en fonction du nombre de la population, si vous voulez, de chaque PCI, de chaque communauté de communes. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'investissement initial, donc des voies vertes. Cet investissement donc, initial concerne l'aménagement des différentes voies vertes donc, et des différentes unités d'aménagement. En un premier temps, on va calculer le maximum de ce que cela va coûter. Pourquoi le maximum? Parce que nous sommes tenus de travailler dans un respect de qualité maximale. Pourquoi? Parce que les autres le font dans d'autres régions, et si nous ne le faisons pas et que nous produisons des produits qui sont de mauvaise qualité, ça ne tiendra pas la route. Par exemple, pour ce qui concerne la bande de roulement, il est logique qu'il y ait une bande de roulement qui soit durable, qui soit confortable, et donc qui coûte beaucoup plus cher qu'une bande de roulement qui soit de mauvaise qualité. Ceci dit, on le regagne par la suite, parce que si on fait des économies au départ qui sont de mauvaises économies, par la suite on le repaye en fonction. Donc en premier temps, on va calculer total combien ça va coûter pour aménager la voie. Ensuite, il y aura des subventions. Ces subventions proviendront de l'État
proviendront également de la région et probablement aussi un peu de l'Europe, encore que ça sera certainement beaucoup plus limité que pour l'État ou la région. On va déduire ces différentes subventions de la somme initiale et le reste à payer sera divisé en deux. La moitié sera payée par le département, le reste sera payé par les EPCI en fonction du nombre de kilomètres donc, sur du linéaire en question qui est le leur. Répartition donc pour nous, Grand Figeac, une partie, Grand Cahors, une partie, Saint-Martin-la-Bouval, une toute petite partie, parce que c'est relativement limité, ainsi que Séneville. Vous avez une estimation qui vous est donnée. Je vous engage à prendre cette estimation avec beaucoup de précaution. En fait, nous avons travaillé dans le sens de la précaution maximale. C'est-à-dire qu'en un premier temps, nous avons essayé de calculer le coût le plus élevé. Il y a une fourchette de prix, c'est la fourchette supérieure qui compte. En gros, 24 millions d'euros hors taxe. En un deuxième temps, nous avons essayé de minimiser les subventions. Comme nous ignorons le montant des subventions actuellement, il est difficile de savoir combien nous allons avoir, et donc ça pourrait aller de 20% au-delà. Nous avons pris ce qu'on peut considérer comme un plancher pour les subventions. Je pense que c'est assez clair à ce niveau-là. Vous comprenez pourquoi. Donc nous sommes avec un coût maximal au départ, des subventions minimales au départ. Ceci étant calculé, on en arrive pour le Grand Figeac à une somme de 4,7 millions. 4,7 millions, on espère et on pense que ce sera beaucoup moins. Encore faut-il attendre. On rejoint des discussions qui avaient déjà eu lieu auparavant sur les estimations préalables. Tant qu'on n'a pas assisté, tant qu'on n'est pas membre du syndicat, tant qu'on n'a pas discuté des différentes options, quand on n'est pas passé par la commission d'appel d'offres, tant qu'on ne connaît pas les subventions, comment voulez-vous qu'on ait une somme réelle? Alors il ne faudra pas nous dire par la suite, vous aviez dit que c'était 4,7 millions et maintenant c'est 8 millions ou c'est 3 millions de... Pour la même raison, nous avons estimé un coût de fonctionnement ultérieur qui se monterait à 2 000 € au kilomètre. 2 000 € au kilomètre, vous avez vu tout à l'heure que notre kilométrage, c'est 35 km, pardon, notre distance. Donc, grosso modo, 70 000 € de coûts de fonctionnement ultérieur. Et je ne pense pas que là-dedans, il y ait les coûts de fonctionnement du syndicat mixte, mais ça n'ira pas, je pense, et j'espère chercher bien loin. Donc voilà. Voilà les différentes informations que l'on peut vous donner concernant les statuts de ce syndicat, qu'il faudra donc bien sûr voter lorsqu'on décidera, si on le décide, de rejoindre ce syndicat. Je laisse la parole maintenant à Vincent Labarthe pour la suite des opérations et en particulier sur ce qu'on peut appeler l'étendue même du projet et son importance qui est capitale pour nous. Je vous remercie d'avoir écouté à la fin. Les collectivités qui ont délibéré, donc effectivement nous sommes les derniers, le département a délibéré, la communauté d'agglo du Grand Cahors également, celle de Cosse-Vallée de la Dordogne l'a fait aussi, bien que ça ne soit pas sur le même projet de voie verte, mais la communauté de communes Vallée du Lot et du Vignoble l'ont fait également, les communes de Sénévière et la Bouval l'ont fait dernièrement. Donc moi je voudrais vous donner simplement la dimension du projet tel que je l'aperçois. Parce que tout à l'heure, lorsqu'on a rencontré effectivement un certain nombre de représentants, on avait une information qui a priori n'était pas la même. Le projet, il ne s'inscrit pas du tout dans la ligne Capdenac-Cahors, ou Capdenac-Cahors, parce que c'est Capdenac-le-Haut-Cahors. La ligne, la voie verte, elle est intéressante à partir du moment où elle peut nous permettre de nous démarquer d'un point de vue touristique sur des itinéraires qui seront portés d'un point de vue publicitaire à une échelle nationale, voire européenne. Et l'idée qui est poursuivie, c'est qu'on ait un itinéraire phare des sources du Lot jusqu'à l'Atlantique. Un itinéraire qui soit partagé entre de la véloroute et de la voie verte.
Il se trouve que la portion de voie verte que nous pourrions réaliser ici serait certainement la plus qualitative de l'ensemble de ce projet. C'est la raison pour laquelle j'ai fait venir le président du département, je ne me rappelle plus quand est-ce que c'était, mais c'était pendant les vacances de Noël, donc le 21 décembre, pour lui faire partager cette vision. Il est vrai que jusqu'alors, on ne savait pas très bien où s'arrêtaient les limites de ce projet, à savoir est-ce que c'était la Madeleine, est-ce que c'était là où les rails s'arrêtent. Donc, nous avons ensemble parcouru l'itinéraire. L'idée, telle qu'elle est retenue aujourd'hui, ça serait de pouvoir traverser le département du Lot, puisque je vous rappelle qu'il y aurait, de mon point de vue, aucun intérêt à faire un itinéraire simplement de Capdenac à Cahors. Donc, pour aller chercher les voies vertes qui arrivent côté Aveyronais pas à Capdenac, mais à Lille, jusqu'à Saint-Martin-de-Bouillac, donc à la limite de la commune d'Asprières. Je vous rappelle que c'est Jean-Philippe, donc la communauté de communes de l'Asprières qui est concernée. Donc on pourrait traverser le Lot avec, soit en s'appuyant, soit en cherchant en tout cas une solution à côté de l'ouvrage du pont ferroviaire qui existe et qui fonctionne actuellement sur la route de Figeac de Cazeville. Vous voyez où est-ce que c'est, à la sortie de Capdenac. Donc on va chercher à traverser le Lot à cet endroit-là, pouvoir redescendre donc sur la voie communale qui est située entre la départementale Figeac de Cazeville et le Lot, et suivre cette route sur un petit kilomètre, je n'ai pas la distance exacte, mais sur un petit kilomètre, voilà, vous le voyez derrière moi, de manière à pouvoir aller chercher un ouvrage que peu de gens connaissent ici, mais qui existe, le maire de Capdenac, le haut pourrait en parler plus précisément. Il s'agit en fait d'un tunnel de la Batellerie qui a été construit en 1862, très peu exploité parce que justement le train est arrivé à Capdenac à ce moment-là. Pouvoir donc traverser, pas traverser, mais traverser le tunnel de la Batellerie en empruntant le chemin de halage qui est sur le bord. Ensuite, suivre le Lot, rive droite, sur la commune de Capdenac-le-Haut, pour aller chercher, en fait, au village du Soulier, l'ancienne voie ferrée Cahors-Capdenac. Voilà. Donc le projet, c'est celui-là. On peut se raccorder depuis, comme je vous l'ai dit, les sources du Lot jusqu'à l'Atlantique, mais il peut aussi se raccorder à des voies qui arrivent depuis Clermont-Ferrand. J'ai l'impression d'entendre Macron. Je fais partie de ceux qui croient, effectivement, que si nous souhaitons développer le tourisme sur notre territoire, il faut que nous ayons des équipements. C'est 2 mois le tourisme. Le tourisme, c'est 2 mois. La mobilité quotidienne, c'est important. Je ne suis pas habilité à vous répondre, mais le tourisme, c'est 2 mois. Et je suis persuadé, chers amis, que nous verrons aussi beaucoup de lotois sur cette voie verte. S'il vous plaît, soit vous arrêtez et vous écoutez jusqu'au bout, parce qu'il faut aussi quand même écouter le projet, soit on enregistre la séance. Donc l'idée, c'est de pouvoir cheminer ensuite sur l'ancienne voie avec un passage sécurisé sur la commune de Feixel, donc en bas de la côte de la Madeleine, parce que là on a encore un faux effectivement qui est relativement dangereux. Donc on aurait comme ça un itinéraire de 69 km, voire un peu plus, puisque si on va chercher la limite du département du Lot, de l'Aveyron, pardon, ça doit représenter un peu plus, mais on aurait un itinéraire qui serait l'itinéraire le plus qualitatif de cette fameuse voie verte du Mont-Lozère jusqu'à l'Atlantique, et qui nous permettrait certainement de pouvoir, à partir de cette voie verte, créer des variantes qui pourraient, j'en suis convaincu, mais il faut qu'on y travaille, amener des personnes donc, sur la vallée du Célé et sur d'autres communes. Donc c'est l'idée que nous avons, qui vous est aujourd'hui présentée, qu'on a négocié avec le conseil départemental. C'est la raison pour laquelle nous délibérons les derniers, parce que sur le tronçon, enfin, le segment qui nous était proposé, l'unité qui nous était proposée, le côté du Grand Cahors avait beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'investissements, donc il me semblait que ce n'était pas tout à fait paritaire. Donc l'idée, ça a été, plutôt que de négocier quelque chose au rabais, mais chercher vraiment
un itinéraire très qualitatif, parce que contrairement à ce que beaucoup croient, moi je pense que cette voie verte sera empruntée dans ce sens plus facilement que dans l'autre. Donc nous serons la porte d'entrée de l'autre, mais surtout la porte d'entrée du segment le plus qualitatif. C'est comme ça que j'imagine ce projet, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de le défendre, avec toutes les questions qui vont avec, bien sûr, mais je crois sincèrement que nous avons intérêt à pouvoir avoir sur notre territoire des équipements qui nous permettent de développer ce segment-là et de pouvoir accueillir un certain nombre de touristes sur le secteur. Nous avons donc réfléchi et j'ai réuni donc les commissions territoriales depuis un petit peu de temps. Pas plus tard qu'hier, j'étais sur le secteur de Saint-Michel, Sauliac, d'autres communes pour pouvoir discuter de l'ensemble des travaux qui sont menés par la communauté de communes, mais j'ai bien senti évidemment que ce projet intéressait tout le monde. Mais encore une fois, de mon point de vue, il ne peut être intéressant que dans cette dimension. Si c'est un projet hors Cap-de-Lan, ça n'a absolument pas les mêmes retombées, ça n'a pas de sens. Moi, je suis vraiment convaincu qu'il ne peut être jouable qu'à cette dimension-là. Et je suis content que le président du département puisse entendre, après qu'on ait cheminé ensemble sur le potentiel qui résidait notamment à l'entrée. Il reste encore quelques ajustements. Est-ce que nous pourrons traverser au niveau de l'ouvrage du pont ferroviaire qui existe d'ailleurs le pont Eiffel, il faut aussi le dire. Est-ce que nous pourrons traverser là ou est-ce qu'il faudra traverser ailleurs? Pour ma part, en tout cas, je souhaite qu'on ne traverse pas sur le pont routier parce que ça pourrait un peu en termes de sécurité d'abord, ça représenterait un certain danger et puis ça ne représenterait pas l'intérêt qu'on peut avoir à rester sur ces voies douces tout à fait au bord du Lot. Il me semble que c'est vraiment un projet intéressant. Voilà comment est-ce qu'il est proposé. Je pense qu'on va prendre maintenant une séance de questions, sachant que on va aller sur les questions. Allez, Monsieur Soto. Oui, beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire, je vais essayer d'être le plus concis possible. Tout d'abord, je dois souligner, j'étais membre de cette commission qui a audité, que notre ami Christian Caudron, ça a été très bien direct, ce n'était pas évident au départ, tout le monde a pu s'exprimer librement, et dans un climat apaisé, les pour, les contre, etc. Par contre, sur la forme, il nous est apparu très vite, et surtout lorsque nous avons audité M. Serge Rigal, président du conseil départemental, que peut-être la messe était dite, que nous avions une commission qui était à rebours, que les décisions avaient déjà été prises, en faisant en sorte que le syndicat mixte avait décidé à l'unanimité, ce que je regrette, parce qu'il aurait eu ce que j'ai appelé d'autres aussi un début de démocratie. Il aurait fallu que nos conseillers départementaux, qui sont 8 dans le cadre de la communauté de communes de Figeac, du Grand Figeac, nous auditionnent, nous, pour prendre cette décision pour sauver la dynamique départementale. Donc là, nous étions acculés à prendre la décision correcte, 50% de département, et puis pas de déférer la voie, et pas un penny pour du rail. Sur la forme, ça c'est la forme. Sur le fond, il nous est très vite apparu aussi, et c'est peut-être des occasions manquées, je l'ai dit à ce moment-là, en novembre, que dans le cadre du plan rail régional Midi-Pyrénées, qu'avait mis en place Martin Maldi, il n'y ait pas eu 50-70 000 euros supplémentaires, alors que le plan rail était de 500 et quelques mille euros, pour faire réellement une voie Cap-de-Nacao aux normes, comme ça a été fait dans les autres voies. Ah, c'est dommage, c'est une occasion manquée. Il y a aussi, dans les choses que nous avons pu voir et que nous avons pu auditer, c'est que la voie verte, certes, c'est 35, 40, 50 km. Alors, dans les derniers chiffres de l'ADEME, nous faisions une exposition dernièrement à la place à Sainte-Valène à Figeac, est apparu le chiffre. Aujourd'hui, il y a entre véloroute et voies vertes plus de 6 000 km en France.
4800 vélo-routes, le reste en voie verte. On sait très bien que la poursuite de notre voie verte en Aveyron sera en vélo-route. Et même en amont, eh bien, dans le Tarn-et-Garonne et autres, il y a du vélo-route, qui est supérieur d'ailleurs en kilométrage. Les cyclos que nous avons audités nous ont dit, eh bien, vous changez les signalétiques, nous, ça nous convient très bien, les vélo-routes. D'ailleurs, ils les pratiquent déjà. Nous savons aussi que dans cette vallée, il y a un chemin de halage, très prisé sur le parcours Bouziès, Saint-Cyr-la-Courtine, que le parcours vers Séneguerre, Calvignac, Caja, peut se faire par le chemin de halage. Or, il fallait utiliser le secteur de voie ferrée. Là, je dirais que c'est peut-être ce qui blesse. Bravo. Disons, positionner sans position idéologique par rapport à ça, mais de bon sens. De quelque part, de manière moins, disons, coûteuse pour les collectivités. C'est pas parce qu'à 50% du département, nous devons aller vers cette voie verte. Surtout que les enjeux, nous l'avions dit à la commission aussi, étaient surtout pour la partie cadurcienne. Il nous a semblé un petit peu dicter au reste du territoire le prolongement de la voie verte. On comprend que Cahors, j'ai des amis qui ont voté pour la voie verte sur Cahors, les enjeux ne sont pas les mêmes. C'est une préfecture qui doit avoir des transports doux, qui est très encombré, stationnement et autres, entrée et sortie, et c'est peut-être une aubaine d'utiliser la voie ferrée sous forme de voie verte. Mais nous, ce n'est pas le même enjeu sur notre territoire. C'est vrai qu'il y a un enjeu touristique, d'image pour le Lot. Mais vous savez, l'image entre vélo-route, qui vont faire l'Aveyron, le Tarn-et-Garonne et autres, vélo-route, voie verte, etc., elle se dilue. J'aimerais bien qu'il y ait une expertise, d'ailleurs, pour savoir, compte tenu des coûts qui vont nous vraiment être forts pour la communauté de communes pour plusieurs années, de savoir quel est le plus touristique par rapport à cette voie qui est paysagère. Et je terminerai, mais on aurait beaucoup de choses à dire, une en particulier, que je connais bien. Il y a le tronçon aujourd'hui entre Bouillac, Flagnac, Saint-Martin, il y a Grand-Barbe, etc. Il y a des tronçons réalisés en vélo-route. J'habite un lieu de temps en temps où je vois comment est utilisée cette vélo-route. Ce sont des gens locaux, il n'y a pas de touristes supplémentaires. Et j'ai auditionné certaines voies vertes qui existent en Midi-Pyrénées ou Occitanie. Le plus, et je comprends que notre ami Bourgeot se soit battu pour un train touristique, le plus, nous le voyons, le train des Fenouillettes, le train jaune dans les Pyrénées, qui apporte un tourisme constant. Bravo, 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 bravo. Le service public. Écologistes et militants écologistes, je crains que les générations futures nous reprochent lourdement la décision qui doit être prise ce soir, en termes d'urgence écologique, climat, et en termes de modalités possibles. On l'a vu quand on a audité un groupe, il y a des technologies qui évoluent, multimodales, radio-route, et là, je crois qu'il ne faut pas fermer la porte à cela. Effectivement, le tourisme, c'est une voie d'avenir, mais ce n'est pas la seule voie pour ce tronçon de la vallée du Lot. Il y a d'autres possibilités. Alors, moi je le dis à tous les collègues, c'est pas pour critiquer, pour être, disons, dans un contre, mais c'est la voie de la raison à un moment donné pour prendre du recul et voir par anticipation ce qui peut s'organiser dans le futur. Bravo! Bravo! Juste pour répondre entre la véloroute et la voie verte, oui, la véloroute est aussi une possibilité. Elle apporte quand même beaucoup moins de confort, il faut le reconnaître. Quand on se promène un vélo en famille, c'est pas tout à fait ensuite, je sais que certains ne sont pas d'accord avec ça, mais je ne pense pas, à aucun moment, que le projet de voie verte puisse remettre en question un jour
l'utilisation de cet itinéraire pour un train éventuel. C'est irréversible. C'est irréversible. On vous vend du rêve, messieurs les élus. 400 000 € du kilomètre. 400 000 €. 400 000 € du kilomètre. S'il vous plaît, la présentation, je suis d'accord. Les débats, je ne suis pas d'accord. Si vous souhaitez que tout le monde s'exprime, non monsieur. Est-ce que je peux poser vous prenez la une petite parole, question? je suis pas la séance. Je vous avertis. Minuscule. Non, Minuscule. C'est la démocratie. Minuscule. C'est la démocratie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pensez aux générations futures. Vive le Québec libre. Il ne faut pas dire de mensonges. Il faut arrêter avec les mensonges, monsieur. On remettra la voie quand on aura fait une voie verte. Vous savez comme moi que c'est faux. On en a parlé. Soit vous le maîtrisez, soit je ne suis pas la séance. Mais ne dites pas de mensonges aux élus. Moi, je peux considérer que vous dites aussi. C'est un mensonge. Moi, je peux affirmer les choses et je peux amenez-nous une preuve qu'une voie ferrée a été remontée sur une voie verte. Tout ce que j'ai pu pour garder dans la salle. Ne dites pas de mensonges. Monsieur, ne dites pas de mensonges. Mais ils vous vendent du rêve. Ils vous vendent du rêve. 400 000 € du kilomètre. On ferme vos écoles. On ferme vos gares. Vous allez mettre 400 000 € sur une voie verte au kilomètre. Bravo, bravo. Il dit je suis habitué à décider. Il n'est pas habitué à décider. Non, non, mais s'il vous plaît, Eh bien, on reviendra dans Madame, on peut terminer. Isabelle, tu connais avec vous, vous préférez pas Non, non, nous restons là. Soit vous restez là, et vous nous laissez débattre tranquille et délibérer. Vous dites quelque chose. Je préside les assemblées depuis assez longtemps. Mais ça laisse invoquer les arguments. La police présidente, c'est moi. Je suis désolé, c'est comme ça. C'est moi-même qui vous ai traité de charlot tout à l'heure. Vous me traitez de ce que vous voulez. Vous croyez que je ne suis pas habitué? Mais maintenant, je vous explique en face pourquoi je vous Mais je m'en fiche, je n'ai pas besoin de votre explication. Traitez-moi de charlot aussi souvent que vous le faites. C'est trop facile. C'est trop facile. Mais j'allais vous donc, Christian, soit je fais évacuer la salle. Mais la voie verte et la voie ferrée. mais laissez-moi de délibérer. Le contenu du projet. Non, mais attendez, il y a une opposition. Non, mais moi je parle avec monsieur Labarre. Pourquoi tu parles avec qui tu veux? C'est pas toi qui organise C'est bon, je m'en fous, je suis là. Donc je fais ce que le Prince vient de faire. Tout à l'heure, l'organisation. On reste là. On reste là. On a des oppositions. Moi, je vais vous et je vais vous dire, moi, la fois que je suis là, j'ai trouvé que des notoires. Que des notoires. Une fois que tu l'as dit, tous les parcours que j'ai fait, je n'ai trouvé que des notoires. Et bien, vous voulez faire des voies vertes pratiques pour les Parisiens qui veulent la malade. Je pense qu'il faut... Moi, je peux continuer à d'accord. Payez toujours. Ah oui, non. Vous voterez en fonction des fois. Non, mais le but, c'est moi, je suis pas dans les non, mais peu importe le revêtement. Quand on vient dans le Lot, non, j'habite à côté de la gare de Figeac. Le train, ça n'existe plus. Non, mais on n'a pas de moyen de locomotion. Figeac, c'est un accro. Alors, si vous ne défendez pas la voie ferrée, ne défendez pas. Non,
Je ne dis pas sincèrement. Je n'ai pas expliqué, je suis assez ne me faites pas ce coup. Oui, si l'euro est fermé depuis 82, j'avais dit. Mais comment on a pu en arriver à On ne pourrait pas la rétablir, qu'est-ce qui empêche? pourquoi la base est en train de... D'accord. Non mais là pour le coup, pour ce soir. Ne me fais pas le coup ce soir. Qui c'est qu'on a Ça fait 10 ans que les parachutes. Mais bon, alors tu dois donner le sang. Non mais après c'est normal. Je dis simplement, ça sert à rien de foutre le bordel et de se faire directement qu'est-ce que vous avez vu, on a décidé de prendre. Eh oui, non mais ça serait con qu'on aille pas. C'est vrai, on aimerait entendre. Personne n'a dit que ça allait pas. Ah ouais? Lui il a dit on évacue la salle. Mais alors tu me laisses dire les vérités. Mais non, qu'est-ce que tu crois que... Donc la proposition est la suivante. On reprend le débat. On va jusqu'au vote, à condition qu'il n'y ait pas d'interpellation comme on a pu en connaître jusqu'alors. Et si c'est le cas, je reporterai le point de l'ordre du jour et nous convoquerons une séance à huis clos pour délibérer. Donc, écoutez, c'est la seule proposition. Non mais vous pouvez penser ce que vous voulez. C'est la seule proposition, ou alors il faut évacuer la salle. Je comprends que vous ne voulez pas évacuer. Je ne vais pas demander aux forces de l'ordre d'évacuer la salle parce que véritablement, on n'est pas du tout sur ce sujet. Donc, pour que le débat puisse être organisé, soit vous respectez les élus, soit j'appliquerai ce que je viens de vous proposer. Voilà. Donc, je demande à tout le monde de s'installer, que le débat reprenne et qui demande la parole. Monsieur Bouger, après, chacun son tour. Oui, bonjour à tous. Donc, Alain Bouget, le maire de Saint-Chel. Alors, Saint-Chel, c'est sur le Causse, c'est pas dans les vallées. Nous, on est loin des transports, on est loin de tout ce qui était auparavant la voie ferrée sur la vallée. Par contre, effectivement, c'était, je pense, la voie verte nous apparaît en tout cas une opportunité sur les territoires qui sont en périphérie pour pouvoir développer des itinéraires fixes sur l'ensemble du territoire. On est sur un secteur qui est, là je parle pour le secteur du pôle de pleine nature de la vallée du Sénou, qui est sur un endroit où on a la chance d'avoir à la fois de la nature et du patrimoine. Alors, cette nature et ce patrimoine, on en fait profiter, je dirais d'abord les habitants, et nous on y tient beaucoup, on essaie de le protéger, et on essaie également de le faire découvrir. Et pas de le faire découvrir avec des automobiles, pas de le faire découvrir avec des motos, pas de le faire découvrir avec des ULM, mais de le faire découvrir à pied et à vélo. Et ça nous semble être une énorme opportunité si on arrive à faire des parcours transversaux qui partent de cette voie et qui permettent d'accéder à des territoires qui aujourd'hui sont largement méconnus et sur des territoires sur lesquels on ne veut pas voir arriver un flot d'automobiles. Donc ça nous paraît être surtout dans l'avenir, avec le développement notamment de l'électrique, tout à fait possible de faire un dénivelé de 300 mètres, parce que c'est à peu près ça pour monter sur le Causse, de redescendre dans la vallée du Célé, de faire une boucle. C'est ce que l'on voit aujourd'hui avec le développement des chemins de Compostelle. On a la chance sur notre territoire d'avoir la possibilité de faire la boucle vallée du Lot, vallée du Célé. Alors à pied sur les chemins de Compostelle, c'est plus difficile de s'aventurer et de faire des incursions un coup sur le Causse de Saint-Chel, un coup sur le Causse d'Espédaillac. C'est déjà un peu plus compliqué. Par contre, avec les vélos, et notamment les vélos électriques, on peut tout à fait envisager ça. Et c'est, je pense aussi, pour notre territoire, une opportunité à développer si on sait le faire. Alors, savoir le faire, c'est aussi y inclure un certain nombre de possibilités nouvelles, d'idées nouvelles, de découverte de notre patrimoine, de découverte de notre nature. Donc il
faut aussi être inventif de notre côté pour saisir cette opportunité. Je pense sincèrement que pour le territoire, on ne parle plus de la vallée en 1900, mais pour le territoire, c'est une belle opportunité. Jacques. Oui, vous savez tous que j'ai milité pendant 8 ans pour un projet de train touristique et de voie verte, un projet combiné, puisque je suis maire de Cajar, donc une ville touristique, la deuxième ville la plus touristique du département, du Grand Figeac, pardon, et j'aimerais bien du département, mais c'est pas possible. Mais c'est vrai que lorsque les touristes viennent à Cajar, beaucoup me demandent mais qu'est-ce qu'on peut faire à Cajar, et on aimerait faire des circuits cyclotouristes sur le territoire en sécurité. Alors j'aurais dit écoutez, moi je me suis positionné pour un projet mixte, je ne suis pas du tout contre la voie verte bien entendu. Moi je repense que je retiens ce qu'a dit Antoine Soto qui est tout à fait juste. C'est vrai qu'un projet mixte train touristique voie verte me paraissait très pertinent sur cette portion Cajar-Saint-Cyr-de-Pau. Ceci étant, je suis un démocrate, j'ai bien compris qu'au niveau du Grand Figeac, une grande majorité de mes collègues préféraient donc une voie verte. Donc je me rallie à ce projet de voie verte, considérant que le tourisme est pour moi une économie très importante, et que cette voie verte permettra quand même, et ça je rejoins aussi le maire de Saint-Chel, de partir de Cajar et faire des boucles sur la vallée du Lot, aller jusqu'à la vallée du Sudé, peut-être même plus loin, puisque maintenant avec les vélos électriques, on peut aller beaucoup plus loin sans peine. Donc je me rallierai à la majorité de mes collègues, mais je suis quand même déçu, et je dois le dire, que je n'ai pas un train touristique entre Cajar et Saint-Cyr-de-Pau. Mathieu, maire de Jacquard, je suis trop concerné par cette voie verte là. Je suis quand même pour une voie verte, c'est un principe, c'est une excellente initiative pour le département du Lot. Toutefois, je pense qu'elle doit passer au mauvais endroit. Il y a une autre option qui n'a jamais été étudiée, c'est l'option qui a été très peu étudiée, c'est l'option d'utiliser les chemins de halage. Le Lot, il y a un chemin de halage tout le long du Lot. C'est une ancienne voie navigable qui est très ancienne, et il y a des chemins de halage qui vont pratiquement de l'Aiguillon à Port-d'Agresse. Et ces chemins de halage, ils existent sur la majorité du parcours. Ils sont quasiment horizontaux, enfin ils suivent la pente de la vallée, de la vallée du Lot. Ils sont relativement faciles à maîtriser, même les endroits qui ont été privatisés plus ou moins à l'arrache. C'est relativement facile de reprendre le contrôle du foncier. Il faut s'imaginer quand même qu'une bande de 10 mètres sur 1 km long, ça fait 1 hectare. Ça ne va pas ruiner le syndicat s'ils essayent d'acheter ces terrains ou de les exproprier. Ça ne va pas être un gros investissement. L'option proposée, c'est la destruction du nouveau chemin de fer qui pourrait éventuellement pour l'avenir servir. Le chemin de fer, c'est quand même le moyen de transport qui dépasse le moins terrestre, qui dépasse le moins d'énergie à la tonne. Cette voie de chemin de fer, elle est quasiment horizontale. D'ailleurs, elle a été retirée de la circulation au moment où les trains lourds qui alimentaient de Caseville pour les aciéries et l'usine à zinc ces usines ont été fermées, les trains lourds ont disparu. Pour moi, l'avenir des transports de fret passe plutôt par le chemin de fer que par la route. Et il faut garder cette possibilité à venir. Si on fait cette voie verte sur cette voie, on détruit la voie de chemin de fer et on détruit cet avenir. Deuxième point, au niveau des investissements et du fonctionnement, il faut bien se dire que aménager une voie de chemin de fer comme ça, il y a des ponts, il y a des tunnels. Si dans 3 ans ou 4 ans après l'ouverture de la voie verte, un expert qui passe dans un tunnel vous dit « Vous voyez là, il y a des cailloux qui se déplacent au plafond là, qui ont bougé, il faut refaire le tunnel », l'investissement, ça va représenter l'ensemble de l'investissement de la réalité du syndicat au départ. Parce que vous pouvez demander à des experts de la SNCF
de l'équipement SNCF, la réflexion de tunnel. Et un tunnel, il peut très bien avoir des vis cachées, même si vous faites passer l'expertise criminelle, il peut très bien travailler, et c'est suspendu, le risque est suspendu au-dessus de la tête. Là. Et il y a aussi les pompes, il y a des pompes métalliques, il va falloir les peindre un jour, et la peinture d'un pont, ça coûte aussi une fortune à ce niveau-là. Alors que le chemin de halage, il n'y a pas de pont, il y a très peu il n'y a pas de tunnel, il y a des passages sur les routes, c'est les routes départementales généralement qui vont dessus. Il y a très peu de contact avec les voies publiques. Et effectivement, bon, l'argument de dire il y a des endroits où le chemin de halage a disparu parce qu'il y a eu un écoulement, il y a des endroits où le chemin de halage change de côté de la vallée. Donc il va falloir peut-être utiliser la voie publique pour faire le transport. C'est possible. En général, il est sur la rive gauche du Lot. Donc il n'y a pas beaucoup de sauts à ce niveau-là. Et même la borde de Cap-de-Nac se ferait par Lignac-le-Bas, ça veut dire par la courbe de Lignac-le-Bas, où il y a le chemin de halage. Il n'y aurait même pas besoin de traverser l'autre, c'est pas là. Je vous remercie pour m'avoir attendu. Sociétal d'entretien des ouvrages, que ce soit la reverte ou le train, le sujet est le même. Oui, mais en fait, c'est pas le même exploitant. Je ne suis pas sûr que l'exploitant Marc André. Oui, bonsoir. Je ne suis pas certain qu'il soit si facile de récupérer le foncier des chemins de halage qui n'existent plus. Et le problème des chemins de halage, ça pose un problème d'entretien aussi. Le problème des chemins de halage aussi, c'est le problème de l'entretien de la voie verte lors des crues qui risquent effectivement, et comme ils sont juste à la hauteur du Lot, c'est des chemins qui risquent d'être emmenés effectivement à toutes les crues de Lot. Ça, c'est déjà une chose. J'ai utilisé sur 200 km la voie verte de l'arrêté de la Loire. Une voie verte ne s'adresse absolument pas au même public que les véloroutes. Les véloroutes, c'est des cyclotouristes qui vont dessus, qui sont des gens expérimentés, qui sont des adultes qui savent aussi faire attention pour tous les dangers qui sont sur une route, même s'il y a peu de circulation. Une voie verte s'adresse à des familles qui sont avec des enfants et qui sont en toute sécurité. Et sur la vallée de la Loire, j'ai vu des familles, j'ai vu des groupes aussi encadrés par des adultes, avec des adolescents. Ça n'aurait pas été possible effectivement sur une vélo. Ça c'est déjà un point. Un autre point, on dit effectivement le tourisme c'est 2 mois dans l'année. Le chemin de Saint-Jacques, vous savez très bien que ce n'est pas 2 mois dans l'année, que le moment où il y a le plus de monde sur le chemin de Saint-Jacques, c'est le mois d'avril. Et ça va après jusqu'en automne. La voie verte, effectivement, qui permet à des tas de monde effectivement d'aller dessus, c'est pas 2 mois. Ça représente aussi un outil économique énorme. Je me suis beaucoup renseigné quand j'ai été effectivement sur la vallée de la Loire. La vallée de la Loire